triangle des Bermudes. Plus d'1 million de kilomètres carrés d'océan et autant de zones d'ombre. D'étranges lueurs, des brouillards inexpliqués, des navires disparus sans laisser de traces. Depuis plus de 70 ans, on raconte que des forces mystérieuses font disparaître avions et bateaux sans laisser de traces. Nos instruments font n'importe quoi. Mais que s'y passe-t-il vraiment? L'un d'entre eux a disparu et n'est jamais revenu. Nous étudierons les faits cachés derrière les rumeurs. C'est comme une cage de glace. Et nous utiliserons des technologies de pointe C'est ce qu'on verrait si on se trouvait au-dessus d'un ouragan. pour découvrir la vérité. On est une sorte de police scientifique suréquipée. Dans cette ultime enquête sur le lieu le plus mystérieux au monde, T'as vu ça? le triangle des Bermudes. Au cours des 70 dernières années, d'étranges phénomènes ont émergé dans les eaux situées entre Miami et les îles des Caraïbes. C'est la dernière position connue du DC-3. Des centaines de bateaux et d'avions ont disparu sans laisser de traces. Le Star Tiger était ici. L'enquêteur Brian Cano connaît cette carte par cœur. En 1950, on a perdu la trace du SS Sandra ici. Le Scorpion en 1968, l'escadrille 19 près de Miami. Ça, c'était en 1945. Ici, c'est la dernière position connue de l'USS Cyclops. En 1996, l'Intrépide. Chacune de ces croix représente un navire ou un avion disparu. On voit se dessiner une forme entre cette zone près de Miami, les Bermudes, et enfin San Juan à Porto Rico. Un triangle. Plus exactement, le triangle des Bermudes. Les récits de ces disparitions ont immortalisé la légende du triangle des Bermudes dans la culture populaire. Mais que se passe-t-il réellement dans cette portion de l'Atlantique de plus d'1 million de kilomètres carrés? Le premier mystère du triangle des Bermudes fut la disparition de l'escadrille 19. Le 5 décembre 1945, l'escadrille 19 quitte Fort Lauderdale pour un exercice de bombardement à basse altitude. La majorité des pilotes est encore en formation, mais le chef d'escadrille, Charles Taylor, est un pilote de chasse expérimenté. Temps dégagé au-dessus de Fort Lauderdale. Nuageux sur les Bahamas. Les 5 bombardiers s'envolent vers l'est et effectuent leur exercice au-dessus des Bahamas. Les problèmes commencent avec l'apparition du brouillard. Les pilotes semblent ne plus savoir où ils se trouvent, ni dans quelle direction ils vont. Quelle direction affiche votre boussole? On a dû se perdre au dernier changement de cap. L'escadrille 19 est perdue. Heureusement, une autre mission qui survole les Bahamas capte leurs échanges. Le lieutenant Robert Cox, chef d'escadrille, leur offre son aide. Quel est votre problème? J'essaie de trouver Fort Lauderdale. Cox demande à Taylor sa position. Il est surpris de découvrir que l'escadrille se trouve au-dessus des Florida Keys, à des centaines de kilomètres au sud de leur plan de vol. Si vous êtes au-dessus des Keys, mettez le soleil sur votre gauche et longez la côte jusqu'à Miami. Taylor suit le conseil de Cox et suit la direction du nord, mais il ne voit toujours pas la Terre. L'escadrille 19 est désespérée et leur unique lien avec le monde extérieur est sur le point de disparaître. Je suis en train de perdre la transmission. Il y a un problème. Quelle est votre altitude? La transmission est coupée. La nuit tombe et l'escadrille fait face à des vents déchaînés. Taylor est désespéré. Il ne voit toujours pas le continent. Il se dit qu'il doit être à l'ouest de la Floride, dans le golfe du Mexique. Nous suivons le cap 0,30 degrés pendant 45 minutes. Les réserves de carburant des 5 bombardiers sont dangereusement faibles. Taylor prend une série de décisions de plus en plus irrationnelles. Il met le cap à l'est.
Changement de cap à 0,90 degrés pendant 10 minutes. Puis à l'ouest, Direction 70 degrés ouest. puis de nouveau à l'est. On n'est pas assez loin vers l'est. On n'a qu'à faire demi-tour et reprendre la direction de l'est. Mais toutes ces manœuvres restent vaines. À 6h20, près de 4 heures après leur décollage, le dernier message de l'escadrille 19 arrive sur les ondes. Tous sur moi. On va devoir s'éjecter. Dès que l'un d'entre nous tombe à moins de 40 litres, on saute tous ensemble. Les pilotes ne furent jamais retrouvés. Au cours de la même nuit, un hydravion fut envoyé à la recherche de l'escadrille, mais lui aussi disparu. Un navire de guerre rapporta avoir aperçu une boule de feu à la surface de l'océan. La Navy passera 5 jours à chercher des débris, mais à la stupéfaction générale, elle ne retrouvera aucune trace des avions disparus. Qu'est-il arrivé à l'escadrille 19 ce jour-là dans le triangle des Bermudes? Comment le brouillard a-t-il pu causer une telle confusion chez les pilotes? Comment ont-ils pu se retrouver aussi désorientés à seulement 80 km de leur base? Et pourquoi n'a-t-on jamais retrouvé aucun débris? Nous allons nous rendre à leur dernière position connue et commencer nos recherches dans cette zone. On prend la direction nord-est. Ex-pilote dans l'armée américaine, John Myreux a passé les 30 dernières années à essayer de retrouver l'escadrille 19. On se dirige vers quelle position? Aujourd'hui, avec l'aide d'Andy Marocco, archéologue aéronautique, il part sonder une énième zone du triangle des Bermudes pour trouver les épaves des bombardiers. L'escadrille 19 est le plus grand mystère de l'aviation au monde. Personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Pour John, retrouver les épaves est le seul moyen de résoudre le mystère de l'escadrille disparue. J'ai commencé en 1982. J'ai lu un article sur l'escadrille 19 et je me suis dit qu'avec les quelques données disponibles, je pouvais établir où l'un des avions s'était écrasé. J'y travaille depuis. L'épave qu'on avait repérée? Oui. Elle est là, et là c'est notre position actuelle. John et Andy sont en tête dans une course non officielle pour retrouver les épaves de l'escadrille 19. On n'est pas payé pour faire ça. On est juste des chercheurs passionnés par ce sujet. On est une sorte de police scientifique suréquipée qui tente de résoudre un mystère. 2959. Oui. Il pense que lorsque Taylor a affirmé se trouver au-dessus des Florida Keys, il était en fait au-dessus des Bahamas. S'ils ont raison, cela signifie qu'en cherchant désespérément la Terre, les pilotes n'ont fait que s'éloigner toujours plus loin vers le large. Voici la carte officielle de la zone. À chacune de ces expéditions, John sonde un nouveau coin d'océan à la recherche des épaves. Le rail de sa liste, puis passe à la zone suivante la plus probable. On utilise différents types de sonars pour construire une image en 3D du fond de l'océan, ce qui nous permet d'avoir une vision d'ensemble. Après avoir sondé l'océan toute une journée, l'équipe rentre de nouveau bredouille. Mais c'est un grand océan et ils ne sont pas prêts d'abandonner. Je crois fermement que l'escadrille 19 sera retrouvée. C'est juste une question de temps. Et je pense qu'on a les meilleures chances de l'histoire de la retrouver. Vous ne comptez pas abandonner, je me trompe? Jamais. Jamais. C'est un marine, il se bat jusqu'à la mort. Exactement. On se relève toujours. John est convaincu qu'il retrouvera l'escadrille 19, car la technologie n'a jamais été aussi avancée. Mais les avions sont-ils encore là? Est-il possible qu'une escadrille entière ait été transportée ailleurs à travers un pli de l'espace-temps? Cela ressemble à de la science-fiction. Mais un homme croit en avoir la preuve, car il prétend que c'est ce qui lui est arrivé.
Pilote chevronné, Bruce Gernon pense avoir un jour frôlé la mort à l'intérieur du triangle des Bermudes. Est-ce que j'ai eu de la chance? Oui, je crois que c'était le destin. Les événements extraordinaires auxquels il a été confronté l'ont convaincu que des forces qui dépassent nos connaissances sont à l'origine des disparitions dans la zone. Pourrait-il avoir raison? Le 23 décembre 1970, Bruce, alors âgé de 23 ans, décolle de Andros aux Bahamas pour emmener son père et l'un de ses associés jusqu'à Bimini. Nous avons décollé à 15 heures précises. J'ai regardé ma montre et j'ai vu l'aiguille des minutes avancer sur le 12. Quelle heure il est? 3 heures. 10 minutes après le décollage, Bruce voit un orage se former. Tu dois pouvoir passer au-dessus. Oui, je pense qu'on peut passer au-dessus. Il tente de le survoler, mais les nuages orageux se dilatent et engloutissent le minuscule appareil. Ne vous inquiétez pas. Je continuais à prendre de l'altitude, mais j'étais rattrapé par le nuage. Ça a continué pendant bien 10 minutes, jusqu'à ce qu'on atteigne 3500 mètres et que j'arrive enfin à sortir de l'orage. En regardant vers la masse nuageuse, Bruce est stupéfait de la voir se transformer pour former un cercle autour de l'avion. Papa, tu as vu ça? Oui. Le cercle se referme devant Bruce, laissant juste un tunnel de ciel dégagé. Je me suis dit que je pouvais passer dans ce tunnel puisqu'il était orienté vers Miami et que le ciel avait l'air dégagé jusqu'au bout. Alors qu'ils se trouvent dans le tunnel, un vortex de brouillard se forme autour d'eux. C'est quoi ce truc? Puis alors qu'ils approchent de l'extérieur du nuage, le tunnel commence à se rétrécir. J'avais l'impression de flotter comme si on était en apesanteur. Tous les instruments électroniques ont commencé à dérailler. Papa, le compas n'indique plus rien. Bruce parvient à s'échapper de l'orage, mais le brouillard semble coller à son avion. Désorienté et naviguant à l'aveugle, il décide de contacter le centre de contrôle aérien de Miami pour leur demander de l'aide. Miami, ici 46 Alpha, à 130 km à l'est de Miami, altitude 3200 mètres. Bruce estime se trouver au-dessus de Bimini aux Bahamas, mais le contrôleur aérien lui dit qu'il se trouve en fait au-dessus de Miami, à 80 km de là. C'est impossible. J'ai regardé ma montre, on était en vol depuis 33 minutes. Alors je lui ai dit, non, c'est impossible. 10 secondes plus tard, le brouillard s'est dissipé. J'ai regardé en bas et j'ai vu Miami Beach. Alors je lui ai dit qu'il avait raison, on était bien à Miami. Bruce est réellement au-dessus de Miami. Son petit appareil semble avoir parcouru 80 km supplémentaires quasi instantanément. C'est impossible. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas comment. On a réussi à voyager à travers l'espace et le temps. Bruce est convaincu d'avoir été victime d'un étrange brouillard chargé en énergie qui l'aurait transporté jusqu'à Miami en une fraction de seconde. Il a baptisé cet étrange phénomène météorologique le brouillard électronique. Il vient s'attacher autour de votre appareil et occulte toute visibilité. Puis les instruments de navigation ne fonctionnent plus et vous ne pouvez plus du tout vous orienter. D'après Bruce, le brouillard électronique s'est attaché à son avion alors qu'il quittait le nuage orageux, entraînant la défaillance de ses instruments. L'appareil a ensuite fait un bond dans l'espace-temps. Je pense que c'est la clé du mystère du triangle des Bermudes. C'est ce qui est arrivé à l'escadrille 19 et à tous les autres avions et bateaux. Ils ont rencontré ce brouillard. L'histoire de Bruce a l'air formidable, mais tient-elle vraiment la route? Neil Dorst est météorologue. Dans son récit, Bruce mentionne deux cumulonimbus qui se rejoignent, et ça, c'est tout à fait possible. Si deux orages se forment l'un à côté de l'autre et que leurs nuages forment une enclume à leur sommet, on peut les voir converger et créer un tunnel à travers lequel un avion pourrait s'engager sans danger. Le tunnel était peut-être bien réel, mais qu'en est-il de ce bond dans l'espace-temps dont Bruce parle? Michael Shermer est historien des sciences. Bruce nous dit que son avion volait tranquillement. Il était là et soudain il passe à travers un brouillard.
Il perd ses repères et il se retrouve là-bas. En fait, il n'a pas volé normalement sur tout le chemin. Si on considère que ce tissu représente l'espace-temps, il se serait replié comme ça, de façon à ce qu'on puisse couvrir la même distance sur une durée beaucoup plus courte. C'est ce qu'on appelle une déformation de l'espace-temps. Couvrir d'immenses distances en manipulant l'espace-temps est l'une des bases de la science-fiction. Vous voulez dire qu'en un clin d'œil, vous pouvez disparaître sans que personne ne vous voie? Étonnamment, les lois de la physique le permettent. Mais seulement si l'on a accès à une quantité d'énergie phénoménale. En termes de physique, l'énergie nécessaire pour déformer l'espace-temps autour de soi serait bien supérieure à toute l'énergie utilisée par l'humanité en 10 000 ans de civilisation. Comment Bruce a-t-il pu avoir accès à une telle énergie pour son petit avion? Est-ce que ça a pu se produire naturellement? Franchement, c'est quasiment impossible. Si Bruce n'a pas été transporté dans l'espace-temps par un brouillard, que s'est-il passé au-dessus de Bimini il y a 40 ans? Quel est le scénario le plus probable? Qu'une personne se perde, soit désorientée et se retrouve à un endroit qu'elle n'attendait pas? Ou bien que ce phénomène quasi impossible se produise, que l'espace-temps se déforme et qu'il soit le seul sur Terre à qui cela arrive? L'erreur est humaine, on le sait tous. On sait qu'on peut se tromper, se perdre, et on s'est tous retrouvés à un endroit sans comprendre comment, parce qu'on avait perdu notre sens de l'orientation. C'est très banal. La déformation de l'espace-temps, on ne sait pas si ça s'est déjà produit quelque part. L'explication la plus logique de ce bond dans le temps serait donc que Bruce ait été poussé par des vents forts et qu'il ait perdu la notion du temps. Et même si la raison est qu'un brouillard électronique entraîne des crashs d'avions dans le triangle des Bermudes, difficile d'imaginer comment ce même brouillard pourrait couler un navire. L'un des plus grands mystères du triangle des Bermudes vient de sa capacité à engloutir un navire sans affecter les autres embarcations qui se trouvent autour de lui. Des cargos et des navires de guerre disparaissent sans laisser de traces, alors que dans la même zone, des bateaux de pêche ou de plaisance reviennent au port sans encombre. Pourquoi ces bateaux sont-ils ciblés? Est-ce délibéré? Ou bien est-ce de la malchance? Certains scientifiques pensent que cette apparente sélection est en fait liée à la libération aléatoire d'énormes poches de méthane situées dans les fonds marins. Le géologue Martin Pepper est venu mettre cette théorie à l'épreuve dans un centre de plongée de Floride. L'idée, c'est que du méthane se forme par la décomposition de matière organique. Ça peut donc être à une grande profondeur dans la couche de sédiments. Et à mesure qu'il se forme, il remonte à travers ces sédiments. Les sédiments situés sous le fond marin ont une température glaciale. En remontant, les molécules de méthane peuvent se retrouver piégées dans des cristaux de glace. Il en résulte une couche souterraine de glace riche en gaz appelée hydrate de méthane. C'est ce qu'on appelle un clatrate. Une sorte de cage de glace qui peut contenir 170 fois son volume de gaz. Il peut ensuite arriver que ce gaz soit libéré brutalement et en remontant la colonne d'eau, le méthane abaisse la densité de l'eau. Et les navires qui se trouvent au-dessus peuvent alors tomber dans cette dépression à cause du changement soudain de densité. En théorie, le gaz sous pression contenu dans cette couche de glace peut créer une explosion de méthane sur le fond marin. Mauvaise nouvelle pour tout navire qui passerait par là. Début, disparition instantanée. Pour étudier cette théorie, Martin a conçu une expérience en utilisant ce qui se rapproche le plus de l'hydrate de méthane trop rare, de la glace carbonique. J'ai besoin de créer une grosse explosion de gaz et pour cela, j'ai une bouteille en plastique de 2 litres dans laquelle j'ai placé de la glace carbonique. Une fois qu'on a bouché la bouteille, la glace se sublime et passe directement à l'état gazeux. On voit que la pression est déjà en train d'augmenter. Elle va atteindre environ 20 bars et le plastique va céder. Boum! Ça simulera notre grosse bulle de méthane et on verra si on arrive à couler ce bateau. Par mesure de sécurité, Martin veut d'abord tester son dispositif avec une bouteille à moitié remplie.
N'essayez surtout pas ça chez vous car c'est très explosif. C'est assez puissant pour y laisser des doigts ou un œil. C'est très dangereux. C'est parti. Il immerge la bouteille à l'aide d'un système de poulie et attend que la pression monte. T'as vu ça? Tout le quai a sauté. D'énormes explosions de gaz telles que celle-ci, mais à une échelle bien plus terrifiante, peuvent-elles vraiment couler des bateaux dans le triangle des Bermudes? C'était impressionnant. Les plaines glacées de Sibérie détiennent peut-être la réponse. En 2014, des bergers de Rennes découvrent d'immenses trous laissés par des explosions dans la toundra. Des scientifiques venus étudier ces trous découvrent au fond un taux anormalement élevé de méthane. Ils ont trouvé ces énormes trous et la seule explication était que les clatrates, à cause de l'augmentation de la température terrestre, fondent si rapidement qu'une énorme pression se forme juste sous la surface terrestre. Au bout d'un moment, boum! Ils explosent et laissent des cratères géants dans le paysage. Le test a été concluant. Martin prépare donc une nouvelle bombe et dispose 15 kg de parpaing au fond d'une bassine en plastique. La bassine va simuler un cargo qui transporte des marchandises. Les cargos sont remplis jusqu'au point où leur coque dépasse à peine de la surface. Il veut savoir quel effet aura une explosion de gaz sur cette cible flottante chargée à bloc. On ne sait pas ce qui va se passer. Elle pourrait très bien couler à cause du changement de densité, s'envoler à cause de la projection d'eau, ou simplement chavirer. Prêt? Je suis prêt. Ok. J'ai positionné la bassine à l'écart par mesure de sécurité. On voit bien qu'elle est très enfoncée. Je vais rester dans ce kayak pour la maintenir en position le temps que la pression monte dans la bouteille en plastique. Chargée à bloc et amorcée, la bombe est tractée jusqu'au fond de l'eau et la bassine disposée juste au-dessus. Cette dernière est maintenue en place à l'aide d'une gaffe. Maintenant, on attend. T'as vu ça? On dirait un tour de magie. Elle a disparu. En remontant à la surface, le gaz ouvre un trou béant à la surface de l'eau. Et dans un nuage de vapeur glacée, la cible semble s'être volatilisée. Le ralenti nous révèle ce qui est arrivé à ce cargo miniature. D'abord, une onde de choc composée d'eau et précédant la bulle de gaz vient soulever la barge hors de l'eau. Une caméra située à l'intérieur montre ensuite comment l'embarcation lourdement chargée coule à pic dans le trou laissé par le gaz. Cette expérience montre qu'une explosion de gaz suffisamment puissante peut couler un navire imposant. Mais il y a un hic. Personne n'a jamais vu d'explosion de méthane dans le triangle des Bermudes. On ne voit pas de grosses explosions ou de bulles qui remontent à la surface. On en verrait tout le temps si c'était un problème aussi grave. Il faudrait quand même une sacrée coïncidence pour qu'un navire se retrouve pile au-dessus d'une remontée de gaz. Et on verrait des bulles ailleurs dans les couloirs maritimes qui ne feraient aucun dégât si c'était si fréquent. Je ne pense pas que les hydrates de méthane coulent beaucoup de navires. Peut-être que c'est arrivé une fois, il y a longtemps. Mais ça a dû être une sacrée coïncidence. Et je ne pense pas que ce soit un phénomène régulier et qu'il y ait lieu de s'en inquiéter. S'il ne s'agit pas d'explosion de gaz, qu'est-ce qui peut bien faire disparaître ces navires? Le triangle des Bermudes est l'un des coins d'océan les plus fréquentés au monde. Les cargos, les bateaux de plaisance et les paquebots de croisière tentent tous de s'y frayer un chemin. Les bons jours, c'est un vrai paradis. Mais les mauvais jours, ces chaudes eaux tropicales peuvent créer les tempêtes les plus destructrices qui soient.
Les ouragans. À l'université de Miami, le plus grand simulateur d'ouragan au monde génère des vents comme ceux qui viennent balayer le triangle des Bermudes pendant la saison des ouragans. On monte à la catégorie 5. Le professeur Brian House est responsable de l'installation. Là, on a un vent qui souffle à 240 km/h. Vous voyez ce que ça donnerait à la surface de l'océan? L'eau est projetée dans les airs, on a des bulles sous la surface. Dans ces conditions, les marins ne voient plus rien. Si vous avez la malchance de vous retrouver en mer au milieu d'une telle tempête, vous ne pouvez pas lancer de signal de détresse. Vous n'avez plus de courant. Vous ne pouvez plus diriger votre navire, vous êtes perdu. Et personne ne retrouvera les morceaux. La saison des ouragans dure de juin à novembre, soit près de la moitié de l'année. De la vapeur d'eau s'élève des eaux tropicales de l'Atlantique, entraînant avec elle l'air ambiant avant de se condenser à haute altitude pour former une gigantesque masse nuageuse tournoyante. Ces tempêtes gagnent en puissance lorsqu'elles dérivent vers l'ouest, le long d'un trajet bien connu baptisé Allée des ouragans. Lorsqu'ils atteignent le triangle des Bermudes, les ouragans peuvent atteindre 1600 km de diamètre avec des vents dépassant les 240 km/h. Pour recréer de telles conditions en laboratoire, il faut un équipement industriel. Tout commence par cette arrivée d'air haute de 3 étages. L'air arrive doucement. On n'inspire pas tous les nuages. Il passe ici, accélère, il monte, passe par un silencieux pour réduire le volume sonore, tourne ici et là, on le compresse pour obtenir un flux d'air constant et maîtrisé dans le réservoir. Il souffle jusqu'à 240 km/h et il ressort à l'autre bout par une ouverture en trompette, ce qui lui permet de ralentir. Brian utilise ce simulateur pour effectuer des mesures impossibles à réaliser sans prendre de risques inconsidérés lors d'un véritable ouragan. Sa conclusion, pendant la saison des ouragans, le triangle des Bermudes est mortel. Ce serait incroyable de pouvoir observer la surface de l'océan dans ces conditions depuis un bateau. Mais ce serait aussi incroyablement dangereux. Le triangle des Bermudes est situé en plein milieu de l'allée des ouragans dans l'Atlantique, donc les tempêtes sont très fréquentes. Beaucoup de disparitions de navires se sont produites pendant la saison des ouragans. Les ouragans provoquent bien des naufrages dans le triangle des Bermudes, mais ces disparitions n'ont rien de mystérieux. Ce qui l'est plus, ce sont ces navires coulés par des vents dignes d'un ouragan, alors qu'aucun nuage noir n'est visible à l'horizon. Ces étranges invités surprises sont appelés grains blancs, et leur pouvoir destructeur est légendaire. Un phénomène connu des marins depuis des siècles est le grain blanc. Un vent violent, soudain, sans les nuages noirs et les averses qui accompagnent normalement un grain en mer. Pendant des siècles, les météorologues ont cru qu'il s'agissait d'une légende de marins. Une histoire que les vieux loups de mer racontaient aux jeunes moussaillons pour leur faire peur. Les scientifiques savent aujourd'hui que les grains blancs sont une réalité et qu'ils causent la perte de navires dans le triangle des Bermudes sans aucun nuage menaçant à l'horizon. Leurs victimes sont principalement les bateaux à voile. Il y a plusieurs exemples récents de navires qui ont sombré à cause d'un grain blanc. Le cas le plus célèbre est celui de l'Albatros en 1961. Il y a également eu le Marquess en 1984 et le Pride of Baltimore en 1986. Ces naufrages ont eu des survivants, donc nous savons ce qui leur est arrivé. Tous ont décrit sensiblement la même chose, un vent soudain et très violent. D'après les scientifiques, les grains blancs se forment lorsqu'un nuage de pluie passe au-dessus d'une zone d'air sec et chaud. En tombant, la pluie refroidit l'air autour d'elle, le rendant plus lourd. L'air froid chute alors brutalement et se propage à la surface de l'océan sous la forme d'un puissant tourbillon, ce qu'on appelle le grain blanc. Ce tourbillon peut voyager sur des dizaines de kilomètres en restant suffisamment puissant pour faire chavirer un navire.
On a parfois des vents qui vont jusqu'à 90-100 km/h en pleine mer, à des kilomètres de l'endroit où se trouve l'orage. Le grain blanc frappe sans que personne ne s'y attende. L'équipage n'a pas le temps de baisser les voiles ni de changer de cap. Ce coup de vent digne d'un ouragan les prend par le travers, les fait chavirer et ensuite écoule très rapidement. Ces vents soudains ont également provoqué la disparition d'avions légers dans le triangle des Bermudes. Un petit appareil n'a aucune chance face à l'un de ces tourbillons associés au grain blanc. On ne voit aucun nuage. Il n'y a aucun signe avant-coureur et soudain, on se retrouve pris dans une violente tempête. Tout ce qu'il y a à faire, c'est encaisser le choc. Les conditions météorologiques extrêmes offrent une explication scientifique et rationnelle aux disparitions d'avions et de bateaux dans le triangle des Bermudes. Mais certains sont convaincus qu'il ne s'agit que d'une version officielle. Celle-ci serait destinée à couvrir une conspiration gouvernementale très élaborée, visant à cacher au public la véritable origine de ces disparitions, les extraterrestres. Depuis des siècles, cette zone a été le théâtre d'étranges lueurs, de brouillards inexpliqués, de navires qui disparaissent sans laisser de traces, de personnes qui se volatilisent. Bien qu'il existe de nombreuses explications logiques et rationnelles, les histoires les plus fréquentes impliquent des extraterrestres sous-marins, des OSNI, objets sous-marins non identifiés. Cela paraît incroyable, mais plusieurs rapports de l'ex-Union soviétique suggèrent que l'existence d'extraterrestres sous-marins est plus plausible que l'on imagine. Ces rapports concernent le commandant de sous-marin Yuri Beketov, chargé de patrouiller dans le triangle des Bermudes en 1980. Il y est écrit que les instruments à bord étaient sujets à de soudains dysfonctionnements. Parfois ils se bloquaient, comme visés par une puissante technologie émanant de l'extérieur du sous-marin. À plusieurs occasions, le sonar de Beketov aurait détecté des objets non identifiés se déplaçant à plus de 420 km/h sous l'eau. Comment c'est possible? Pour le commandant, il ne faisait aucun doute que ces incidents étaient la preuve d'une activité extraterrestre. Ces objets semblaient défier les lois de la physique. Les créatures qui les ont conçus nous dépassent de très loin technologiquement. Mais si la mer des Caraïbes est bien un repère d'extraterrestres, pourquoi ne le voit-on pas aujourd'hui? Bizarrement, certains sont convaincus que des soucoupes volantes sont dissimulées dans un réseau de tunnels sous-marins appelé trous bleus. Ces trous bleus théoriques pourraient être des portails vers d'autres mondes ou d'autres dimensions. C'est peut-être là que les extraterrestres sont basés. C'est peut-être un pli dans l'espace-temps. Quoi qu'il en soit, il semble que de nombreux navires et autres avions se soient aventurés bien malgré eux dans ces zones et qu'ils n'en soient jamais revenus. Les trous bleus existent bel et bien. On les trouve ça et là dans les eaux peu profondes des Bahamas. Ils peuvent descendre jusqu'à 180 mètres sous le niveau du fond marin et se prolonger par un réseau de tunnels sous-marins. Mais ont-ils été construits par des extraterrestres? Le géologue Martin Pepper n'en est pas sûr. Apparemment, un trou bleu est un portail qui permet aux extraterrestres d'attraper des bateaux, des avions et toutes sortes de choses. C'est une cavité dans laquelle ils se cachent pour nous prendre par surprise. Un peu comme ces araignées. Même phénomène. Les océans de la planète sont des lieux pleins de dangers. Le triangle des Bermudes fait juste vendre plus de papier. Il n'y a rien de particulier dans cette zone. Tout ce qu'il y a de particulier, c'est ce que certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination.
C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener.
Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener. Les océans de la planète sont des lieux pleins de dangers. Le triangle des Bermudes fait juste vendre plus de papier. Il n'y a rien de particulier dans cette zone. Tout ce qu'il y a de particulier, c'est ce que certains ont pu écrire dessus. Les gens aiment les histoires de fantômes. Ils aiment les mystères et ça a tendance à rester. Il ne faut pas sous-estimer la force de la persuasion des idées fausses. Je ne pense pas que les gens veuillent réellement éclaircir le mystère du triangle des Bermudes, parce que c'est le mystère qui entretient la quête et stimule l'imagination. C'est ce qui fait que les gens s'y intéressent. Si on trouvait toutes les réponses, il n'y aurait plus aucune enquête à mener.